Vous écoutez l'affaire des disparus de Mourmelon, deuxième partie. On a un jeune homme qui est étranger, c'est un Hongrois, il s'appelle Falvei Palas. Et ce qui est très intéressant, c'est que Falvei Palas va raconter la scène de l'enlèvement. Il explique qu'il est en train de faire du stop, il est à l'entrée de l'autoroute. Lorsqu'il voit passer vers 19h un véhicule qui fait un demi-tour, et à 22h, le véhicule revient et s'arrête à sa hauteur. Il monte dans le véhicule, le conducteur roule pas très vite sur l'autoroute, puis sort de l'autoroute pour aller sur une voie départementale. Le jeune s'en inquiète, et puis Chanal va prendre le dessus physique sur ce jeune homme et le maîtriser. Ce jeune homme se plaint d'avoir été abusé sexuellement, en expliquant que ça fait un certain temps qu'il a été séquestré, ça fait 36 heures qu'il a été séquestré, et il explique que de toute façon, il est sûr qu'il allait mourir si on n'était pas intervenu. Pierre Chanal a la quarantaine au moment des faits, 42 ans exactement. André Buffard, avocat de Pierre Chanal. Il est emmené au commissariat et un certain nombre de vérifications sont opérées sur sa situation. Effectivement, c'est un militaire, mais ce qui attire naturellement l'attention des gendarmes, c'est qu'ils s'aperçoivent qu'il aurait servi au cours des années précédentes à Mourmelon. Le tilt est immédiat, ça ne peut être que lui. Vous avez un puzzle dans lequel il ne manque qu'une pièce. Et tout d'un coup, vous trouvez la pièce qui s'emboîte parfaitement dans les moindres détails. Ce soir-là, je reçois un appel de la brigade de Mâcon. Donc, je me déplace pour interroger Pierre Chanal. Alors, on va lui demander un peu son emploi du temps, son parcours de carrière, sans entrer dans le détail. On reste dans des déclarations assez générales, mais qui montrent que c'est quelqu'un qui n'est pas spontané, qui réfléchit et que l'on mérite de creuser beaucoup. Pierre Chanal va leur répondre qu'il n'a rien à voir avec cette affaire, que même s'il se trouvait à Mourmelon pendant la période concernée, il n'a pas connu particulièrement ceux qui sont disparus et qu'il n'a eu aucun lien direct avec eux au moment de leur disparition. Une fois qu'il est arrêté, il va être écroué. Et donc, nous, on va reprendre tout le parcours de vie de Pierre Chanal, de sa naissance à son arrestation. Pierre Chanal est quelqu'un qui a eu une enfance très difficile. Il est le cinquième d'une fratrie de 17 enfants. Une famille qui vit plutôt misérablement avec un père alcoolique. L'armée, c'est toute sa vie. C'est ce qui lui a permis de se sortir d'une situation matérielle très très difficile. Enfin, et c'est ce qui lui a permis de progresser socialement. Alors, il va connaître plusieurs affectations. Il se retrouve à Mourmelon, au 4e régiment de dragons, à partir de 77 jusqu'en 85-86, où il va partir à Fontainebleau. Mais on voit qu'il a conservé un point d'attache extrêmement important avec Mourmelon, puisqu'il pratiquait de l'ULM et du parachutisme sur Mourmelon. Et on s'aperçoit qu'il y retourne très régulièrement. Et puis, il y a effectivement l'autre face de Pierre Chanal, qui est un solitaire, qui n'a pas de vie ni sentimentale, ni sociale. Il est homosexuel et c'est sans doute un fardeau très dur à porter. A fortiori dans l'armée, où un homosexuel, à la fin des années 70, c'est suspect. Et il va exprimer sa sexualité d'une manière qui va être complètement cachée. Donc comment sa sexualité se manifeste-t-elle ? Personne n'en sait rien jusqu'à ce qu'on le prenne en flagrant délit. À l'été 1988, Pierre Chanal est donc mis en examen et incarcéré pour le viol de Palas Falvai, mais pour le moment, malgré les soupçons, aucune preuve ne l'incrimine dans l'affaire des disparus de Mourmelon. Les gendarmes se mettent en quête d'éléments qui peuvent prouver sa culpabilité.
la stratégie qui est choisie, c'est de scinder les deux affaires, de le laisser juger pour l'affaire de Mâcon et de se concentrer sur la recherche d'éléments matériels contre lui dans le cadre de l'affaire de Mourmelon. Le profil de Chanal va prendre aussi un tour différent lorsque on va avoir des informations sur la perquisition menée notamment dans son combi Volkswagen, qui est sa maison. Il y a tous les liens qu'on va saisir. Il y a cette petite cordelette avec à chaque bout une chaîne. Ce qu'on appelait dans la procédure la corde à piano. Donc, il avait là, matériellement, un outil qui permettait d'étrangler ses victimes. Dans le combi, on trouve ce qu'on appelle une pelle US. Alors, ce sont des petites pelles pliables, vert kaki, très militaire. On va saisir en particulier un matelas, des matelas mousse, et à l'intérieur de ces matelas mousse, un certain nombre d'éléments pileux. Il faut savoir qu'à l'époque, la découverte de ces éléments pileux, ce ne sont pas des choses qui peuvent être extrêmement probantes, parce qu'on n'a pas les moyens d'analyse et de comparaison qui seront ceux 10 années plus tard, avec l'avènement de l'ADN. Mais les enquêteurs de l'ASR de Reims s'aperçoivent qu'ils n'ont pas suffisamment d'éléments à ce moment-là pour véritablement le mettre en cause. On a accumulé pendant son arrestation, pendant 8-9 mois, un certain nombre d'éléments. Et donc, à un moment donné, on s'est dit, on va aller l'interroger. On commençait à lui soumettre des questions. À cette époque, la reine des preuves, c'est l'aveu. Et donc, les gendarmes se font fort de faire craquer Pierre Chanal. Là, ce n'est plus le Pierre Chanal qu'on a connu, qui a été arrêté, le militaire. Il a un comportement plus agressif. Il est plein de tics. Il a des silences. Il sniffe. On va l'interroger sur son passé, sa sexualité. Ça ne passe pas du tout. Et ça, il aime pas. Il va rester 3 heures sans vouloir parler. Mais à un moment donné, il réagit. Il me dit, vous comprenez, celui qui a fait ça, c'est la perpétuité. Faire parler Pierre Chanal, c'est impossible, non? Parce que je pense que même sous la torture, il n'aurait pas parlé. Il voulait lui-même se persuader qu'il n'avait jamais fait ce qu'on lui reprochait. À l'issue de la garde à vue, les enquêteurs expliquent au juge qu'il n'y a pas les éléments pour l'instant. Le discours des gendarmes, c'est de dire « on a le temps, de toute façon, il sera condamné dans l'affaire de Chalon-sur-Saône, donc on n'est pas pressé, on va se donner le temps de trouver les preuves qui sont nécessaires pour être sûr de ne pas rater notre coup ». L'affaire Falvey-Palace, c'était le brouillon, normalement, de l'affaire des disparus de Mourmelon. Le procès de Pierre Chanal, pour les faits reprochés de séquestration et de viol contre Balzac Falvey, se tient donc devant la cour d'assises de Saône-et-Loire. Et donc on va suivre le dossier Falvey, et on va tellement le suivre que quand le procès a lieu à Chalon-sur-Saône, on va être un certain nombre à y aller en spectateur. Bien évidemment, on vient pour découvrir Pierre Chanal. Il y a la salle principale de la cour d'assises et il y a une estrade. Et quand on se retourne, toutes les familles des disparus de Mourmelon sont là. C'est très impressionnant. Cette image-là, tout le monde l'a vue, et c'est l'image de Pierre Chanal qui rentre dans la salle d'audience. Vous avez ce gars qui rentre avec un regard extrêmement clair, qui est très, très émacié toujours, plein de tics, et qui fuit comme une espèce de bête à la fin de la chasse à courre, qui fuit les flashs des objectifs. Tout au cours du procès, Pierre Chanal il apparaît comme le personnage qu'il est à cette époque, c'est-à-dire un militaire, quelqu'un qui répond aux questions de façon militaire,
qui n'a aucun affect. Et cette attitude ne fera que conforter l'idée d'un homme froid qui peut être sadique et qui, encore une fois, peut tout à fait correspondre aux disparitions de Mourmelon. Il est condamné à 10 ans de prison, ce qui fait qu'il est libérable relativement rapidement. Donc il faut absolument qu'il soit inculpé avant sa libération pour les disparus de Mourmelon. Il faut trouver quelque chose. Les enquêteurs, en 90, ont sans doute un moment de découragement. Parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas réuni d'éléments matériels, ils s'aperçoivent qu'ils ne feront pas craquer Pierre Chanal, et il faut absolument essayer de trouver un élément de preuve. C'était pas évident de retrouver des traces dans le combi de quelque chose qui s'est passé 8-9 ans avant. La seule chose qui est restée, ce sont les expertises sur les différents cheveux ou poils qui avaient été saisis dans le combi, dans les 400 ou 500, qui seront donnés à des laboratoires. Cette analyse, elle va consister à désigner un expert qui a prétendu être capable d'identifier la ressemblance entre ses poils et cheveux et éventuellement les poils et les cheveux des disparus. L'enquête va piétiner un nombre considérable d'années à cause de l'impossibilité de relier avec certitude Pierre Chanal aux poils et aux cheveux. Donc en 1993, enfin, il y a un lien qui est fait entre un poil découvert dans le combi Volkswagen de Pierre Chanal et un poil de Patrick Gache. La juge d'instruction se dit que c'est l'élément tangible qui peut permettre son inculpation dans l'affaire des disparus de Mourmelon. 3 jours plus tard, notre expert envoie un courrier au juge en disant « Oui, mais attention, c'est pas parce que des poils sont identiques qu'ils appartiennent à la même personne. » Donc on a perdu 4 ans et payé un microscope électronique strictement pour rien, puisque le postulat de l'expertise était mauvais. Aucune expertise de cette époque n'est véritablement probante. Et en tout cas, ça n'est pas suffisant pour le mettre en cause. En 1995, un rebondissement chamboule la quête de vérité des enquêteurs et des familles. Comme le dossier est jugé par la cour d'appel de Reims pas assez étayé en matière de preuves. Colonel Joël Vaillant, ancien directeur de la section de recherche de Reims. Il n'y a pas de raison de le garder en prison pour la mise en examen sur le cheveu de Patrick Gache, donc il est remis en liberté. La libération de l'adjudant-chef Pierre Chanal, pour commencer ce journal, il est sorti hier soir de la maison d'arrêt de Dijon après 7 années d'incarcération. Mais Pierre Chanal reste le suspect numéro 1 dans 2 affaires criminelles, dont celle des disparus de Mourmelon. Il est libéré le 19 juin 1995. Sa sœur Simone qui vient le chercher. Voilà, il va s'isoler dans le village, le bourg où elle habite. Et il va essayer de reconstruire sa vie. C'est vraiment le moine soldat. Il rentre du bois, il le coupe, il fait des marches, etc. Bon, plus question qu'il réintègre l'armée, évidemment. On a été très très déçus. Dominique Dubois, sœur de Patrick Dubois. On s'est dit, ça y est, il est libéré, on n'aura pas notre procès, ça va pas être pris en compte. De nouveau, ça y est, on nous écoute plus. Pierre Chanal se soumet naturellement au contrôle judiciaire auquel il est astreint. Les médias se sont beaucoup intéressés à lui et s'intéressent encore à lui. Chaque fois que je rencontre Pierre Chanal à cette époque, il a généralement une casquette et un foulard sur le visage pour pas qu'on le reconnaisse. Il se sent un peu une bête traquée. Quand il nous a accordé cette interview à Isabelle Orléans et à moi, c'est une opération de communication. Il faut redorer le blason de Pierre Chanal, qui était apparu à son procès
comme un être terrifiant. La condition absolue qui est posée, c'est de ne pas aborder la sexualité de Pierre Chanal. Il ne veut pas parce que, comme on l'a constaté lors de son procès, il n'est pas du tout à l'aise avec cela. Autre affaire judiciaire qui a défrayé la chronique, l'affaire Chanal. L'ex-adjudant-chef, sorti de prison il y a un mois, parle pour la première fois. Il vient d'accorder une interview à Radio France Champagne et au journal L'Union de Reims. J'ai un caractère réservé. Je ne suis pas le super Rambo, l'homme musclé que certains ont dit, et en particulier certains enquêteurs. Je n'étais pas un surhomme, comme on l'a dit, ni une vieille brute, comme on l'a dit également. Il explique aussi que cette mise en examen, ça a été un coup de poignard, parce que, évidemment, il n'est pas coupable, et que c'est un acharnement, et que tout est fait pour l'accuser, parce que on a besoin d'un coupable. Même étant innocent, je suis persuadé que je serai condamné, parce qu'il y a eu trop d'accusations fausses, de faux témoignages. Si j'étais condamné, de toute façon, je mettrais fin à mes jours immédiatement. On est en 96. Le nouveau juge d'instruction va être désigné, c'est Monsieur Chapard, à Châlons-en-Champagne. C'est la première fois qu'un juge reprend le dossier et finalement essaye de serrer les problèmes, de trier entre ce qui tient la route et ce qui ne tient pas la route. Il est allé à Saint-Quentin, et là, il s'aperçoit qu'il y a des scellés qui n'ont jamais été exploités. Grand mystère, ils étaient classés au tribunal et n'avaient pas été exploités. Tout le monde est tombé des nues. Donc il va organiser une nouvelle perquisition du combi, il va aller rechercher tous les scellés, et donc on va retrouver de la terre pour faire des expertises, on va retrouver des cheveux, on va retrouver des poils, 300 poils et cheveux qui avaient été retrouvés dans les mousses du lit du combi et qui n'avaient pas été expertisés. Les expertises ADN mitochondriales réalisées à la demande du juge Chapard ont permis de déceler les ADN de Patrizoni, Patrick Gache et de Trevor O'Keefe. Donc vous avez tous les éléments, quoi. Donc ça, c'est énorme, c'est vraiment énorme. C'est-à-dire qu'au moins, il est relié à 3 personnes, 2 disparus et 1 mort. Il est renvoyé pour séquestration, assassinat de 3 des jeunes gens. Pour toutes les autres, un non-lieu est rendu. Le juge d'instruction considère qu'il n'y a pas d'éléments suffisants pour le renvoyer aux assises de ces chefs-là. Quand on a enlevé Patrick du jugement pour le procès de Pierre Chanal, on est tombé de haut, quoi. La famille, on est reparti dans le chagrin parce qu'on s'est dit on n'aura jamais de procès pour Patrick. Ça fait pratiquement 15 ans qu'il est arrêté quand il doit être jugé. Le procès commence le 14 octobre 2003. Ça faisait tellement longtemps qu'on attendait qu'on ne pouvait plus y croire. Et là, Pierre Chanal ne se présente pas parce qu'il est trop faible, il est affaibli par une très longue grève de la faim, mais également parce qu'il a dit que jamais il ne se représenterait devant les médias, le public, les familles des disparus. Jamais. Il est hospitalisé à l'hôpital de Reims. Lorsque je le vois, j'avoue que je suis effrayé par son état physique. Je vois mal comment il peut comparaître. On espère que ça va commencer. Et finalement, à 14h, la Cour décide de passer outre à l'absence de Chanal et on commence le procès. C'est sans doute mon pire souvenir d'une audience de cour d'assises. André Buffard, avocat de Pierre Chanal. Je me suis retrouvé devant un box vide, mon client n'étant pas là, c'était la première fois que ça m'arrivait. Le 14 octobre, à Reims, je vais rendre visite à Pierre Chanal. Il y a une vitre sans teinte pour que les policiers le surveillent. Je lui explique que le procès a commencé, qu'il ira au bout et que, naturellement, ce sera difficile. Pierre Chanal me remercie de l'avoir aidé à assister jusqu'au bout.
me serre la main. Et puis, vers 2h du matin, je suis réveillé par un appel téléphonique. C'est la présidente de la cour d'assises qui me dit « Maître, je suis à l'hôpital de Reims, on vient de m'appeler, votre client s'est suicidé. » Il a pris une lame qui venait d'un rasoir qui lui avait été donné à la maison d'arrêt. Et il s'est coupé au creux de l'aine pour couper son artère. Et il est mort en quelques minutes. Et là, tout s'écroule. Tout s'écroule. On s'est dit, c'est pas possible. Tout est fini, bon. L'histoire est terminée, quoi. Je veux dire, on n'aura jamais de réponse, quoi. Ce qui va être le plus hallucinant, c'est qu'il va y avoir une autopsie. Et qu'on va s'apercevoir à l'autopsie qu'il avait un cancer du rein en phase terminale. Et que, de toute façon, il y avait toutes les chances pour qu'il ne finisse même pas l'audience. C'est un triple gâchis. D'abord, c'est un gâchis judiciaire, c'est un gâchis financier et c'est un gâchis humain. Les familles, elles, n'auront jamais l'explication. Elles ne pourront jamais retrouver le corps des disparus. Et c'est d'une tristesse inouïe, quoi. Enfin, je veux dire, c'est une affaire de 30 ans, 33 ans précisément, sans réponse, dont on ne pourra jamais réparer les dégâts. À ce jour, sur les 8 victimes officielles, 6 corps n'ont toujours pas été retrouvés. L'adjudant-chef Pierre Chanal est mort avant d'avoir été jugé. Il reste donc à jamais innocent dans l'affaire des disparus de Mourmelon. Vous venez d'écouter Au bout de l'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Un épisode écrit et réalisé par Stéphanie Bergeron. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France TV. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistées de Marie Agassan et Cypriane Ligère. Montage, Joanna Lalonde. Avec la voix de Julie Drey et Marie Drucker.